Pourquoi les systèmes bancaires maliens peinent encore à proposer des services financiers, des produits financiers adaptés à nos réalités pour les femmes? La femme n'a pas de chez-soi chez nous. La femme n'est pas propriétaire terrien normalement, culturellement, difficilement. Une femme va accepter de prendre ça comme risque, d'aller demander un prêt, si elle n'a pas l'appui de ses proches. Si elle n'a pas l'aval de ses proches, elle ne va pas prendre les risques parce qu'elle doit rendre des comptes. Oui. Alors qu'un homme peut prendre des risques, même si ça tourne mal, ta famille sera là toujours pour t'épauler. Bienvenue dans Voix d'impact. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat féminin, mais surtout nous parlons de pouvoir, de résistance, de résilience et de changement sociétal. En effet, car ce que nous appelons communément entrepreneuriat féminin va au-delà des enjeux économiques. C'est un acte de résistance économique et parfois le dernier rempart derrière la précarité familiale, dans un contexte sahélien marqué par des crises multidimensionnelles. Car il faut le dire clairement, l'Afrique est aujourd'hui le continent où les femmes entreprennent le plus dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, en Afrique subsaharienne, une femme sur 4, soit exactement 26% d'entre elles, est engagée dans une activité entrepreneuriale. C'est plus que le double de la moyenne observée dans les pays à revenus élevés. Ce chiffre à lui seul raconte quelque chose de fort, mais il cache aussi un paradoxe. Car pendant que les femmes portent l'économie informelle, pendant qu'elles soutiennent les familles, absorbent les chocs économiques et maintiennent la cohésion sociale, près de 80% d'entre elles restent confinées à des activités peu structurées, peu rentables et largement exclues du financement formel. Selon plusieurs études de la Banque mondiale conduites au Mali et plus largement dans le contexte sahélien, cette réalité est encore plus brutale. Les données disponibles montrent que 56% des femmes entreprennent par nécessité. Seuls 12% ont accès à des services financiers réellement adaptés. Et pourtant, 70% d'entre elles réinvestissent leurs revenus dans le bien-être de la famille, à travers la santé, l'éducation et la nutrition des enfants. Et pourtant, au cœur de ces contraintes, ces femmes innovent, elles structurent, digitalisent, mutualisent, négocient et transforment des chaînes de valeur entières. Elles ne demandent pas la charité, elles demandent juste des règles du jeu plus justes, des alliances plus solides et des écosystèmes qui jouent pleinement leur rôle. Ce sont ces voix que nous amplifions, des voix lucides, des voix engagées, des voix qui impactent. Bienvenue. Entrepreneuriat féminin au Sahel, entre défis, leadership et transformation. Pour une nouvelle génération de femmes ambitieuses, nous en parlons aujourd'hui. Et pour entrer dans le vif du sujet, je suis avec une dame qui reflète exactement ce type de leadership africain que nous voulons voir. Binta Diakité, bonjour. Bonjour, Ramon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Le plaisir est tout à fait partagé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Binta, c'est une maman de 3 enfants. C'est une femme profondément engagée qui se retrouve à la croisée de plusieurs secteurs entre le secteur privé, l'investissement et le développement. Binta connaît les entrepreneurs, elle connaît les entreprises, elle connaît les bailleurs, mais plus que tout, elle connaît les réalités sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense que nous allons essayer de décortiquer ces réalités sur le terrain. En 2020, tu as coordonné une étude dans le cadre du African Policy Dialogue, un projet multisectoriel qui était soutenu par plusieurs partenaires, notamment ONU Femmes, Oxfam, l'Union européenne ou encore la plateforme Include. Cette étude, 5 ans après, continue à nourrir des dialogues de politique publique
et des stratégies institutionnelles. Je pense que à la lumière de cette expérience, tu pourras un peu plus nous guider sur les réalités de ce terrain. En 2022, Binta lance Yiriwa International Consulting, une entreprise axée dans l'accompagnement des entreprises au Sahel, axée sur la croissance et l'accès au marché international. Binta, au-delà de tous ces titres, je suis tentée de vouloir savoir un peu plus sur la femme derrière la professionnelle. Pourrais-tu nous dire un peu ton parcours assez atypique entre 3 continents, entre plusieurs secteurs? Pourrais-tu nous dire comment cette expérience qui est la tienne a façonné ta vision de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui? Merci beaucoup, Arama, pour l'invitation. Merci pour cette brillante initiative. Merci à Impact Hub, parce que c'est intéressant de partager de l'expérience et aussi d'apprendre des autres. Tout à fait. Je pense que les autres entrepreneurs pourront s'enrichir aussi en apprenant de l'expérience des autres et nous tous en échangeant sur ces sujets-là. Absolument. Alors, pour parler de moi, je pense que tu as tout dit. Je suis maman de 3 enfants. Ça, c'est ma plus grande réussite. Donc, et ma charge principale, c'est ma mission principale d'éduquer 3 petits êtres que Dieu m'a confiés. Mais c'est vrai que j'ai un parcours atypique parce que au départ, je voulais être diplomate. Je voulais être diplomate, je voulais parler au nom de mon pays. Et j'ai fait des études de relations internationales en France. Et par la suite, j'ai voulu me spécialiser dans les relations sud-sud. Parce que j'ai vraiment vite été convaincue que il faut que nos pays commencent à échanger avec des acteurs pas qui ont le même niveau que nous, mais qui ont des réalités qui s'approchent des nôtres. Tout à fait. Et que pour changer de paradigme, parfois, il faut changer de partenaire et voir comment on peut mettre des règles dans des nouvelles relations. Parce que c'est souvent difficile de changer les règles des anciennes relations. Tout à fait. Donc, et c'est là que j'ai souhaité aller me spécialiser sur l'Amérique latine. Donc, après l'Europe, je me suis retrouvée en Amérique latine où j'ai appris plus que la formation de politique économique internationale. Hein. C'est un autre monde. Donc, et au-delà des études, le fait de vivre plusieurs années en Europe, en Afrique et en Amérique latine m'a vraiment permis de m'enrichir culturellement, de déconstruire mes vérités, savoir qu'il n'y a pas une vérité, quelque chose qui peut être une vérité chez moi au Mali ne l'est pas du tout en Europe et l'est peut-être moins en Amérique latine et vice-versa. Donc, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux et qui m'a permis de faciliter les échanges avec des gens d'autres cultures et de comprendre simplement quand on parle avec quelqu'un que notre réalité est différente et qu'on peut mieux se comprendre si on accepte de se mettre à la place de l'autre et de mettre nos réalités préconstruites dans nos têtes de côté pour s'ouvrir et comprendre les autres. Donc, politique économique internationale, donc je suis passée un peu plus dans l'économie. Je suis restée en Argentine, donc j'étais en Amérique latine, en Argentine spécialement. Je suis restée, je me suis retrouvée à travailler pour des entreprises. Donc, je ne voulais pas des entreprises, mais les entreprises voulaient de moi. J'avais besoin d'argent, donc je cherchais du boulot dans les organisations internationales, la diplomatie. Mais à chaque fois, j'avais des offres d'entreprises. Du secteur privé. Du secteur privé. Okay. Et bon, finalement, j'ai cédé. J'ai commencé comme commerciale et je me suis rendu compte que j'étais assez douée pour ça. Et j'ai terminé responsable commercial d'un magazine de responsabilité sociale des entreprises. Le premier de ça à Buenos Aires, qui s'appelle Presente RSE. Et mais il me manquait quelque chose. Donc j'étais douée, je gagnais de l'argent, Dieu merci, mais il me manquait la motivation. C'est difficile de faire un travail qu'on n'aime pas forcément, où on n'a pas la motivation intérieure pour faire ça. Donc ça me gênait un peu de travailler juste pour les chiffres d'affaires de l'entreprise d'une personne. Donc j'ai décidé de retourner. Mes parents m'ont un peu aidé à décider cela. Donc je suis retournée au Mali. Et j'ai essayé de passer par la diplomatie. Et pareil, j'ai eu quelques difficultés. Je suis passée par le ministère des Affaires étrangères. C'était une bonne expérience. Mais finalement, j'ai cédé à l'appel du secteur privé.
Donc, de l'industrie graphique, magazine, je me suis retrouvée dans un peu Koulouba, mais après, je suis partie dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Dans une entreprise chinoise où j'ai dirigé la distribution. J'étais responsable commerciale pour l'Afrique de l'Ouest. Mais le même problème qu'en Argentine, je voulais faire quelque chose d'autre. De passionnant. De passionnant. Quelque chose où je me sentais vraiment utile. Donc, oui. C'est pas que le salaire, mais je voulais aussi avoir une motivation autre que la motivation financière derrière un travail. Et ça trouvait que Happy Mali était en restructuration. Et j'ai postulé à Happy Mali et j'ai été rappelée plusieurs mois après par Happy Mali. Et c'était vraiment le boulot qui m'intéressait pour connaître le Mali et servir plusieurs entreprises à la fois. Donc, j'utilisais mes compétences pour le développement des entreprises, mais je le faisais pour les entreprises de mon pays. Je le faisais pour le développement de mon pays, donc une cause qui va au-delà de ma propre personne ou de ma propre rémunération. Et ça a été une bonne expérience. Donc, sur plusieurs années, je suis restée à Happy Mali avant d'ouvrir mon cabinet Yiriwa. En 2022. En 2022, où j'ai quitté Happy Mali. Que de péripéties. Mais en tout cas, ce que je retiens, ce qui peut aussi aider nos auditeurs, c'est vraiment le fait de faire quelque chose qui va au-delà de notre personne. Ne pas juste travailler pour le salaire. Je pense que c'est un point très pertinent duquel beaucoup d'entre nous pouvons nous inspirer. Et je reste sur le point de ton implication au sein de l'Happy Mali. Comme tu l'as dit, tu servais ton pays et beaucoup d'entreprises et au sens large le secteur privé. Après cette expérience, tu as coordonné, je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, une étude, l'une des études les plus structurantes au Mali sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience à travers cette étude, parce que les chiffres sont formels, hein. Le Mali compte moins de 10% d'entreprises féminines formellement enregistrées donc à l'Happy Mali, et 70% donc évoluent dans l'informel. À ton avis, quand on regarde ce paysage qui est le nôtre, heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu retiens le plus? Est-ce que c'est la force des femmes que tu retiens, ou c'est plutôt la limite des systèmes qui retient ton attention? Alors, je dirais les deux. Pour revenir à l'APD, l'African Policy Dialogue, c'est parti d'un constat. C'était que, comme tu l'as mentionné, il y avait peu de création d'entreprises à Happy Mali. Je me rappelle des chiffres entre 2017 et 2020, ça variait entre 10 et 13% chaque année. Donc, toujours très peu. Et quand on cherchait des explications, il n'y avait pas de littérature là-dessus, il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas d'explication là-dessus. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sérieux problème qu'on doit adresser, qu'on doit solutionner ici au Mali. Parce que souvent, il y a des difficultés, il y a des situations données, mais c'est vrai qu'on est un pays où on accorde de l'importance aux scientifiques. On essaie de développer le secteur scientifique, les secteurs de développement de l'économie et qui ajoutent beaucoup de valeur à notre économie et au développement de notre pays. Mais les études, les sociologues sont aussi importants pour qu'on se comprenne, pour qu'on ait des pistes de solutions. Parce que si on ne comprend pas des problèmes, on n'aura pas de bonnes solutions à ces problèmes. Donc là, par exemple, on n'avait pas d'études là-dessus. On avait beaucoup de littérature sur les activités génératrices de revenus des femmes, le cycle de vie de quelques initiatives, mais on ne savait pas pourquoi les femmes restaient longtemps dans le secteur informel et pourquoi peu formalisaient leur entreprise et surtout, pourquoi peu passent des stades de micro-entreprise à moyenne entreprise. Parce que c'est là, même les 13 qu'on a, les 10% qu'on a formalisés, quand on va dans les stades de PME, donc de notre définition de moyenne entreprise, il y en aura beaucoup moins. Les stades sont encore plus réduits. C'est encore plus réduit. Donc, il y avait pas de littérature, il y avait pas d'études là-dessus. Donc, c'est là qu'on a postulé à l'initiative de la plateforme Include, en partenariat avec la Netherlands African Business Council, NABC, et IHM. Donc, on a commencé à faire une étude pour savoir pourquoi ces femmes ont des barrières au développement de leur entreprise. Donc, on avait un échantillon de 400 femmes, 400 femmes sur plusieurs régions du Mali, et descend dans le secteur formel, descend dans le secteur informel,
où on a fait des études poussées, on les a posé des questions pour comprendre. Et dans le parcours, on a eu l'appui à un moment donné de ONU Femmes, de Oxfam et autres. Oui. Donc, ça nous a permis vraiment de faire cette étude sur tout le pays et d'avoir quelques éléments de réponse. Pourquoi ça se passe ainsi. Donc, ça a été une expérience vraiment qui a changé beaucoup ma vision de l'entrepreneuriat au Mali. Et je peux dire que beaucoup de femmes aussi ont salué l'initiative parce qu'on partait de la base. On leur demandait. Oui. On leur demandait, on ne demandait pas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et il faut aussi qu'on accepte que si on veut avoir l'avis d'un groupe, on ne doit pas se contenter que des organisations qui sont censées représenter ces groupes. Parce qu'on sait très bien qu'à Bamako, c'est un peu un souci. Il y a beaucoup d'organisations qui sont censées représenter un regroupement ou des personnes, mais parfois qui sont un peu coupées de la base. Donc, parfois, il faut aller vraiment à la base pour avoir des éléments. Et l'APD nous a permis d'avoir ces données-là et qu'on a diffusé largement auprès des publics. Tout à fait. Je reste toujours sur l'étude. Selon le rapport, 56% des femmes entreprennent d'abord par nécessité. C'est quand même un chiffre alarmant. À ton avis, comment est-ce qu'on peut transformer cette nécessité en opportunité durable? Alors, je ne dirais pas que c'est inquiétant que 56% des femmes entreprennent par nécessité. Parce que aussi entreprendre, c'est identifier des besoins et essayer d'apporter des solutions. Donc, trouver des opportunités quelque part à travers un besoin qu'on a vu. Mais maintenant, si le besoin de départ, c'est aussi souvent le fait que nous, on a une grande motivation parce qu'on est dans le besoin. Tantôt, je parlais du fait que moi, pour travailler, j'ai besoin d'une motivation vraiment profonde pour continuer à faire un travail. Et le besoin, c'est une grande motivation. Parce que quelqu'un qui reste à la maison, qui abandonne, c'est parce que quand même, tu n'as pas de besoin. Donc, si le besoin te pousse à entreprendre, ce n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est quand tu me parlais tout de suite de défaillance peut-être du système ou pourquoi les femmes sont majoritairement dans le secteur informel ou formalisent peu. Le problème vient là. C'est pourquoi ces femmes qui entreprennent par nécessité, on n'arrive pas à les amener de leur initiative pour pouvoir répondre à leurs besoins basiques. On n'arrive pas à les amener de cette phase à la prospérité. C'est ça le problème. Sinon, entreprendre pour peu importe la raison, si c'est pour des questions d'estime ou de valorisation personnelle, de besoins ou autre, la motivation importe dès que la motivation est interne. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où les gens sont dans le besoin, que ce soit des femmes ou des hommes. Mais souvent aussi, les hommes ont peut-être plus accès à des emplois formels, diplômés, que des femmes parce qu'elles sont statistiquement moins diplômées que les hommes. Donc, l'option de entreprendre, entamer une activité génératrice de revenus vient vite à elles. Mais malheureusement, le système n'arrive pas de les prendre de cette partie-là, de juste survivre à des entreprises qui prospèrent, qui emploient et qui contribuent plus à l'économie du pays. Et surtout qui vont vers une croissance. Ça, c'est vraiment important. Aussi, souvent ce qu'on déplore, parce que quand on dit entrepreneur par dépit, donc quand les opportunités d'emploi formel, par exemple, se présentent à beaucoup de ces entrepreneurs-là, elles plient vite bagage et elles ferment boutique pour aller répondre à ces emplois-là, souvent qui sont peut-être plus sûrs sur la durée que l'entrepreneuriat qui a un parcours du combattant. Les obstacles, elles sont multiples. Il y en a pléthore. Il y a le financement difficile, les normes sociales aussi, qui créent des freins à la croissance entrepreneuriale des femmes. On a un faible accès à l'information aussi, qui joue énormément. Beaucoup de bureaucratie dans nos institutions et le manque de formation ciblée. Donc l'étude a répertorié tous ces défis-là qui constituent des freins à l'entrepreneuriat féminin. À ton avis, quel est le verrou prioritaire à faire sauter si on veut changer cet écosystème d'entrepreneuriat féminin rapidement? Je sais que le choix est dur. C'est dur. Mais non, je sais qu'il y a des barrières qui sont communes, par exemple, à l'entrepreneuriat des jeunes ou à l'entrepreneuriat des hommes aussi. L'entrepreneuriat en général, il y a des barrières que tu viens de citer.
qui existent chez les femmes, qui peuvent, peut-être à de moindres mesures, mais qui peuvent aussi exister chez les hommes. Mais je vais essayer de prioriser les barrières spécifiques aux femmes. OK. Et qui, pour moi, sont les plus difficiles à relever. Certes, l'accès à l'information est très important parce que si on dit que on a fait une initiative pour les femmes, on a diffusé l'information, on l'a mis dans le journal officiel, on a lancé des appels à candidature. Mais combien de femmes lisent le journal officiel? Combien de femmes lisent les journaux papier? Combien de femmes regardent le journal officiel à la télé ou ça dépend? Donc, si on veut faire passer un message, on doit choisir le bon canal pour atteindre notre cible. Donc, d'où la nécessité des études sociologiques pour comprendre à qui, pourquoi et faire travailler nos chercheurs là qui sont, Dieu sait, brillants, mais qui demandent juste à faire des recherches et donner des informations pour qu'on puisse les utiliser. Donc, il faut qu'on adapte nos communications et les moyens de communication à notre cible. Absolument. Et moi, je suis toujours sidérée, je le dis toujours, qu'on fasse des ateliers dans des hôtels pour viser le monde rural, parce qu'on sait très bien que c'est pas là-bas qu'ils vont venir. Donc, il y aura quelques leaders qui vont venir, mais on l'a pas fait pour eux. La communication, peut-être, c'était institutionnel. Mais il faut adapter ça. La formation, pareil. Parce que on sait que dans l'entrepreneuriat féminin, il y a ce problème. Mais les problèmes spécifiques aux femmes, pour venir à ça, c'est, pour moi, l'ambition, l'exposition et le temps. L'ambition, pourquoi? Parce que dans les défis qu'on a identifiés, on a vu que peu de jeunes filles ambitionnaient à entreprendre. Ce n'était pas une option dans leur tête. Donc, elles ont elles ambitionnent d'autres choses pour leur plan de vie que d'entreprendre. Elles se disent, c'est pas tellement pour moi. Ça, c'est un premier problème. Donc, il faudrait que, dès le bas âge, qu'on inculque dans la possibilité de l'entrepreneuriat aux jeunes filles pour dire que vous êtes capables. Vous pouvez aussi entreprendre. C'est pas quelque chose de mystique. Et vous pouvez aussi viser la prospérité. Donc, de ne pas voir que la précarité de l'activité entrepreneuriale qui amène les gens à quitter, comme tu l'as si bien dit. Hein. Si on le fait juste pour survivre et qu'après on a une autre option, on part ailleurs. Mais voir la possibilité, l'espoir de prospérité que cela peut nous amener. Donc, c'est la question de l'ambition. Dans nos études, on a vu que peu envisageaient l'entrepreneuriat comme une option pour elles. Le deuxième verrou, c'est l'exposition. On a vu que parmi notre échantillon, 60% des femmes qui étaient entrepreneurs avaient reçu leur formation de façon informelle par un membre de leur famille, souvent leur mère. Donc, ce qui fait qu'une fille qui n'est pas exposée, qui n'a pas dans son environnement proche une personne qui entreprend, elle va difficilement aller dans l'entrepreneuriat. Parce que le système de formation qu'on a n'est pas très inclusif. Et le troisième point qui m'a le plus étonnée, que je n'envisageais, que je ne voyais pas avant l'APD, c'est la question du temps. 58% des femmes de notre échantillon qui sont dans le secteur informel ont déclaré consacrer moins de 40 heures par semaine à leur activité. On sait tous que l'entrepreneuriat, surtout les 3 premières années, c'est une activité chronophage. Donc, 40 heures par semaine, c'est 8 heures par jour de lundi à vendredi, donc sans le week-end. Et si quelqu'un ne consacre pas de temps à son activité, ça ne peut pas se développer. Non, c'est difficile. Et ça a une source profonde dans notre organisation sociale. Parce que l'homme a le privilège d'avoir son activité professionnelle comme première source d'utilisation de son temps. L'homme peut se permettre ça. Je travaille d'abord, ensuite le reste de mon temps, je le partage entre ma vie sociale, ma vie familiale. Tout à fait. Mais la femme n'a pas ce luxe. La femme doit utiliser d'abord son temps pour sa vie sociale, familiale. Ensuite, le temps qui excède, elle le consacre à ses activités professionnelles. Et ça change beaucoup de paradigme. Parce que même si on quitte l'entrepreneuriat, si on part dans le monde du salariat, je parle beaucoup à des cadres de ressources humaines qui, c'est illégal, mais qui me disent souvent, on évite les femmes à des postes clés parce que facilement, elle peut avoir beaucoup de jours d'absence parce que si la femme est malade, elle part pas au travail. Si le mari de la femme est malade, elle part pas au travail. Si les enfants de la femme sont malades, elle ne part pas au travail. La belle famille, les beaux-parents tombent malades, elle ne part pas au travail.
Par contre, l'homme, il peut s'absenter quand lui-même il est malade. Mais après, le reste, c'est la femme. Voilà, il gère pas ça. Et ça compte énormément. Donc, et les charges, les tâches ménagères à la maison aussi, la femme, c'est sa priorité. On est dans une société africaine où on est comme ça. Donc, peu importe ce que tu veux te coller comme étiquette dehors, mais ta responsabilité au sein de la maison et au niveau de la société, tu dois d'abord faire ça. Ensuite, tu fais le reste en extra. Tout à fait. Donc, si on prend le temps des tâches ménagères, le temps des événements sociaux, où on peut dire, quand on en a des dialogues avec des hommes qui nous disent, oui, mais c'est les femmes qui se forcent à aller faire des mariages, des baptêmes et tout. Mais on est dans une société où on n'impose pas, on n'attaque pas un homme quand il ne part pas à un mariage ou s'il part juste 30 minutes. La société pardonne un homme. Mais même si c'est dans sa propre famille. Mais une épouse qui refuse d'aller au mariage dans sa belle famille parce qu'elle n'a pas le temps, c'est autre chose, c'est très mal vu. Par contre, un époux qui ne va pas à un mariage dans sa belle famille, ou qui va juste 10 minutes, ça se pardonne. Parce que la priorité, la société accepte qu'un homme ait beaucoup de travail. Et on l'accepte, et limite, on valorise ça même. Tout à fait. C'est un homme qui travaille beaucoup, il a beaucoup de travail. Mais si on dit que c'est une femme qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de travail, qui n'a pas le temps pour ses enfants, parce que c'est le lien qu'on va faire directement, qui n'a pas le temps pour son mariage, qui n'a pas le temps pour ses enfants, qui n'a pas le temps pour sa belle famille, qui n'a pas le temps pour ça. Donc, ça devient directement un problème. C'est problématique. Donc, la question du temps, c'est une véritable barrière. Et ça soulève les questions de partage des responsabilités au niveau de la société. Même si les femmes aussi doivent se questionner pour essayer d'alléger aussi ces choses. Quand je parle des événements sociaux, peut-être que les femmes aussi doivent se questionner comment alléger cela, alléger leur programme par rapport à ça pour dégager plus de temps. Mais c'est des points qui, par exemple, et on a vu même la différence entre le monde rural et les villes. Parce que quand on demandait aux femmes, est-ce qu'elles trouvent qu'elles ont le temps de développer leur activité? Je me souviens de ces rencontres. Il y a une dame qui me disait, beaucoup même étaient d'accord avec ça, que non, elles n'ont pas de problème de temps. Parce que pour pallier à ce problème, elles se lèvent à 3 heures du matin. Donc, tu te lèves à 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Donc, c'est les tâches de la maison. Ensuite, après ça, les femmes rurales vont aller d'abord travailler dans les espaces de leur époux. Donc, on travaille, si c'est des champs, on travaille sur le champ du mari, on fait ou les espaces publics de la famille. Donc, on va d'abord travailler là-bas. Ensuite, le temps qui reste, on le consacre à notre propre activité, notre champ, notre jardin, potager ou autre. D'accord. Donc, bon, elles n'ont pas officiellement dit qu'elles ont ce problème de temps, mais ça se joue contre leur santé, ça c'est sûr. Parce que combien de temps on peut tenir à se réveiller à 3 heures du matin et avoir des nuits très courtes pour ça. Mais la question du temps se pose énormément. C'est très pertinent ce que tu dis là, surtout que ça peut paraître très fictif. Parce qu'on ne touche pas du doigt directement. On se dit, voilà, elle n'est pas focus, c'est pas un bon entrepreneur, une bonne entrepreneur dans notre cas, où elle est juste pas assez ambitieuse. Mais souvent, il y a ces barrières systémiques, sociétales, qui sont vraiment des freins à la croissance entrepreneuriale des femmes. Et un point aussi, je pense, qui est le nerf de la guerre, ça, c'est l'aspect des financements. Sur lequel d'ailleurs tu travailles beaucoup. L'étude révèle que moins de 12% estiment en tout cas avoir accès à un financement formel adéquat pour elles. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Pourquoi les systèmes bancaires maliens peinent encore à s'adapter, j'ai envie de dire, ou à proposer des services financiers, des produits financiers adaptés à nos réalités pour les femmes? Oui, alors, comme tu le dis, hein, c'est le nerf de la guerre. La cause première qui saute à l'œil est la question de l'accès aux garanties. Parce que on a besoin d'accéder au foncier pour fournir des garanties à la banque. Et la femme n'a pas de chez soi, chez nous. La femme n'est pas propriétaire terrien normalement, culturellement, difficilement. Donc, et ça, c'est des barrières culturelles qui sont liées à beaucoup d'autres choses et qui peuvent s'expliquer par notre culture. Hein. Je ne conteste pas forcément le problème, mais c'est une source une source de barrière pour les femmes d'accéder aux finances. Mais il y a un autre point qu'on a vu dans l'APD.
c'est que difficilement, une femme va accepter de prendre ça comme risque, d'aller demander un prêt, si elle n'a pas l'appui de ses proches, et notamment de ses tuteurs, père, mari ou autre. Donc, quand elle ne se sent pas, si elle n'a pas l'aval de ses proches, elle va pas prendre les risques parce qu'elle doit rendre des comptes. Oui. Alors qu'un homme peut prendre des risques, même si ça tourne mal, bah, ta famille sera là toujours pour t'épauler. C'est parce que tu as pris des risques pour nourrir ta famille. Donc, il y a ce problème et il y a le problème d'accessibilité. On a parlé du taux d'alphabétisation des femmes. Donc, quand on a moins accès à l'école, forcément, les choses formelles nous effraient plus parce qu'on ne comprend pas. On se sent pas à sa place. On se sent pas à sa place. Les papiers qu'on nous montre, on ne se sent pas en sécurité. Oui. Donc, face à ça, c'est des barrières qu'on doit relever qui sont liées à tous ces problèmes structurels que rencontrent les femmes et les filles dans notre pays. Oui. Donc, c'est difficile. Mais on a vu que, comme les banques le disent, les femmes ont un taux de remboursement plus élevé que les hommes. Oui. Elles sont plus sérieuses en gestion financière, mais rares sont les femmes qui vont sauter le pas parce qu'il y a plusieurs barrières. Donc, il y a beaucoup d'autres femmes qui sont capables de le faire, mais qui ont besoin de plus d'accompagnement et d'encouragement pour sauter le pas. Absolument. Et ça, c'est des points pertinents. Déjà même l'information. Ouais. L'accès à l'information et surtout quelque chose que j'ai appris récemment, c'est l'accès à la bonne information. Ouais. Parce que souvent on a l'information, mais en téléphone arabe, comme on dit. Et même sur les taux exacts des prêts, des choses comme ça. On a des échos, ci et là, mais on ne va jamais soi-même se rendre sur place pour prendre les informations. Et c'est là où ce que tu dis est d'autant plus pertinent parce qu'on se dit, j'y ai pas ma place. Quand on est face à un banquier, costard, cravate, dans des bureaux climatisés, une femme peut-être dans un secteur rural, peut-être qui fait déjà de belles choses sur le terrain, mais elle peut se sentir un peu exclue de ce système-là. Donc c'est vraiment des barrières systémiques qui sont là, sur lesquelles on doit s'atteler à changer. Non, je veux pas te couper, mais c'est vraiment un point important, l'inclusivité. Oui. Et que les gens comprennent que l'inclusivité va au-delà des discours. Moi, je suis très sensible à cette question, que les gens se sentent à l'aise quand c'est eux qui sont concernés. Au-delà des femmes, ayant travaillé avec des entrepreneurs locaux, des investisseurs, j'ai remarqué que des investisseurs maliens qui font des bons chiffres d'affaires avaient peur d'aller dans des structures gouvernementales ou publiques parce qu'ils se disaient, ces gens-là qui disent des gros français, on va pas se comprendre. On parle pas le même langage. On parle pas le même langage, on va pas se comprendre. Oui. Et moi, je suis toujours sidérée que dans notre approche, dans l'approche institutionnelle de notre pays, dans nos communications, on insiste sur des formats qui, on sait qu'ils ne correspondent pas à la majorité de la population. Oui. Parce que quand on communique, le but ultime, c'est de se faire comprendre. Oui. Mais si on communique juste pour dire quelque chose, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'où l'importance de communiquer en langue locale. Oui. Et utiliser un langage ou un style linguistique, parce que c'est même pas, ça va au-delà de la langue même, hein, un style linguistique qui permet de se faire comprendre, de faire comprendre le message qu'on souhaite faire passer à la population. Absolument. Donc, que ce soit les initiatives qu'on a, que ce soit les structures d'accueil qu'on a. Si on sait qu'on intimide la majorité de la population, adaptons-nous. Il faut qu'on s'adapte pour que les gens se sentent à l'aise parce que les structures publiques sont là pour le peuple. Oui. C'est pas au peuple de s'adapter aux agents des structures d'appui, de structures publiques ou autres, hein, même Absolument. si c'est les ONG. Absolument. C'est à eux de s'adapter aux gens qui sont en train de servir. Tout à fait. Et je suis fière que pendant les 7 ans que j'ai travaillé pour le gouvernement, c'est ce que je disais à tout le monde. Oui. Et je le disais fièrement que vous me payez. Ce sont les impôts des contributions des autres et autres qui payent les agents de l'État. Donc, c'est à nous de nous adapter et savoir comment on peut vous mettre à l'aise pour mieux vous servir. Alors, Binta, l'étude révèle que le défi numéro 1, identifié par les femmes, c'est la confiance en soi. Bien avant même l'accès au financement, ce qui m'a paru un peu surréaliste, mais à posteriori, on se dit que ça fait sens. Donc là, ce que j'ai envie de te demander, c'est quel conseil tu donnerais aux femmes, filles qui nous écoutent, qui souhaitent
construire une confiance en elle inébranlable, surtout dans un environnement comme le nôtre qui peut être souvent hostile? Alors, pour répondre à cette question, je me dis que c'est pas facile de construire une confiance en soi inébranlable dans la société malienne. Mais surtout quand on est adulte, c'est très difficile. Mais c'est plus facile pour un enfant qui a grandi dans un environnement où on a construit sa confiance en elle. Tout à fait. Et c'est pour ça que je m'adresse aux pères. Parce que on ne doit pas se leurrer, hein, pour parler de femmes, d'épanouissement de la femme, d'autonomisation économique de la femme, de bien-être de la femme, on ne peut pas le faire sans les hommes. Absolument. Et une femme qui a super confiance en elle est souvent une femme qui a été boostée par son père. Une fille qui a eu un père qui lui a dit que tu es la meilleure, tu es la plus forte, même si elle ne l'est pas, dehors, peu importe si elle tombe sur le pire des personnes qui lui dira que tu ne vaux rien, ça va pas rentrer dans sa tête. Parce qu'elle aura construit sa confiance. Et on est dans une société très difficile. Moi, c'est quand j'ai été mère d'une fille que j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie. Parce que être parent, c'est une grande responsabilité. On a la charge de construire des futurs adultes. Absolument. Et on ne construit pas un enfant juste avec des règles. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. On doit penser à construire l'humain même en tant que tel. Et les enfants, toutes les études le prouvent, hein, les enfants observent plus que n'écoutent. C'est vrai. C'est pas les propos. C'est vrai. Donc, quand je suis devenue mère d'une fille, j'ai compris que toutes les actions que je dois poser, ma fille m'observe. Je dois être son modèle. Si j'accepte qu'on me manque de respect, ma fille va penser que c'est normal qu'on lui manque de respect. Tout à fait. Si je lui dis qu'elle est forte et qu'une femme est capable de soulever des montagnes, elle va croire qu'une femme peut soulever des montagnes. Et c'est le rôle d'une mère, mais pour une femme, c'est surtout le rôle d'un père. On n'a pas forcément tous un père qui peut faire ça, mais je sais que pour avoir travaillé avec des femmes épouses aussi, le soutien du mari aide énormément. Absolument. Avoir un compagnon qui dit tu es forte, tu es capable de faire ça, ça fait que la femme peut faire beaucoup de choses. Alors là, je ne lie pas le fait d'avoir confiance en soi que à des facteurs externes. Parce que c'est dangereux. Parce que si pour avoir confiance en soi, on a besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui nous donne confiance en soi, c'est fragile. Parce que ça veut dire que si on tombe sur une personne qui ne veut pas qu'on ait confiance en soi, cette personne va détruire. Ça peut nous briser. Mais c'est important quand même qu'on parle des parents, quand même, pour construire la confiance en soi. Maintenant, le reste, ça se construit. Ça s'apprend. On doit s'aimer. On doit savoir qu'on ne doit pas se mettre des barrières, des plafonds en verre, on peut les casser. On doit regarder des femmes inspirantes. Ça change beaucoup de choses. Si on n'a pas d'inspiration autour de soi, on a déjà un handicap. Si on n'a pas une femme inspirante autour de nous, on a un handicap. Mais on peut aller au-delà, aller chercher nos modèles nous-mêmes, nous inspirer de ces femmes-là. Tout à fait. Et comprendre que au Mali, j'ai du mal quand les gens nous parlent de nos traditions. Parce que moi, je travaille avec les femmes rurales, j'apprécie beaucoup le monde rural. Et je sais que le Mali est divers. On ne peut pas venir me parler de femmes traditionnelles, la soumission et autres, quand on a travaillé avec des gens du Nord, par exemple. Moi, je suis fièrement Peul du Wassolon, et les Peuls du Wassolon les femmes Peul du Wassolon sont très connues pour être des femmes de caractère. Donc, le Mali est divers. Absolument. On n'a pas la même tradition, on n'a pas la même structuration, le même rôle attribué à la femme d'une partie à une autre. Mais ça se construit. On doit s'inspirer. Et on doit avoir aussi, je pense même à l'école, hein, avoir dans le programme des choses qui permettent aux enfants d'avoir confiance en eux. Avoir plus d'activités où les gens doivent parler en public. Parce que on peut pas, quand on a parlé de problèmes de confiance en soi comme les barrières, parce que beaucoup de femmes sont gênées d'aller parler en public. Un entrepreneur qui a des grandes compétences en transformation agroalimentaire, mais qui est incapable d'aller convaincre quelqu'un d'acheter son produit, qui est incapable d'aller parler devant des investisseurs pour convaincre que son projet est bancable, pour convaincre qu'elle est la meilleure. Même si c'est pas forcément le cas, mais elle doit croire elle-même qu'elle est la meilleure pour pouvoir convaincre quelqu'un d'autre. Mais si elle est remplie de doutes en elle, elle va communiquer ces doutes qu'elle a en elle en parlant. Et
Et c'est un problème encore plus dans le Sahel, hein, parce que tu sais, dans le Sahel, on est naturellement humble. Oui. Et comparé à des pays voisins, même quand on part dans les compétitions internationales, ils gagnent sur nous parce que eux ils sont moins humbles que nous. Et nous, on tient beaucoup à cette valeur d'humilité, de ne pas trop parler, de laisser les autres parler pour nous. Mais dans la vie professionnelle, on doit faire la part des choses. On doit être la femme que notre culture nous demande. Peut-être dans le privé, selon ce qu'on souhaite, ce qu'on veut faire. Mais si on veut aller dans la sphère publique, on doit apprendre à communiquer dans ce monde de jungle où on doit se faire plus de place parce que malheureusement, le cadre ne nous fera pas de cadeau en tant que femme. Tout à fait. Et j'ai eu des expériences très tristes quand on fait des rencontres et que tu vois que des hommes monopolisent la parole et que les femmes ont du mal juste à lever la main pour demander la parole. Oui. J'ai eu une expérience avec toi où on a fait une réunion, je me rappelle, où un consultant est venu après te féliciter, tout pour à dire fait. qu'il était content de voir deux femmes parler comme ça. Absolument. Parce que c'est pas évident, Rama. Oui, c'est vrai. Même quand on va à des réunions publiques, c'est pas évident. En général, les femmes seront toujours plus discrètes, elles auront du mal à prendre la parole et encore plus à questionner les propos de quelqu'un. Et moi, là, je remercie beaucoup mon père, bien évidemment, comme je dis, hein, qui m'a donné confiance en moi, mais après, ça s'enrichit. J'ai fait un stage à l'ambassade du Mali en Allemagne avec Fé Fatmata Siré Diakité, qui est une paix à son âme, qui est une dame très inspirante. Oui. Elle m'a fatiguée. Mais je la remercie, elle m'a donné une leçon sur un truc qui m'a servi en tant que jeune. Parce qu'il y avait un cadre, il y avait une personne dans l'ambassade, peut-être qu'ils vont se reconnaître dans ce que je veux dire, mais que j'appelais Tanti. Elle a entendu ça, elle est passée, elle me dit, pourquoi tu l'appelles Tanti? Je l'ai regardée, j'étais toute gênée parce que elle avait l'âge de ma maman. Tout à fait. Et elle me dit, tu ne l'appelles plus jamais Tanti. On est dans le cadre du travail. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas autre chose. Tu respectes tout le monde est madame, tout le monde est monsieur. Elle m'a super grondée, pour ne pas dire limite humiliée en public. Mais ça a été une leçon apprise pour moi. Pourquoi? Parce qu'après, elle m'a expliqué. Quand tu mets déjà cette étiquette de âge aîné, jeune, entre toi et quelqu'un, dans le cadre professionnel, tu auras du mal à contester ce que la personne va te dire. C'est vrai. Tu auras du mal à imposer ton idée face à la personne parce que tu lui devras le respect ultra par rapport à l'âge. Et pareil en tant que femme et homme, si tu vas dans le cadre professionnel et que tu ne te vois pas comme professionnel, entrepreneur, mais que tu portes le chapeau de femme et que l'homme en face de toi, tu le vois comme homme et tu dis, bon, les femmes ne doivent pas trop parler face aux hommes, tu perds déjà la bataille. C'est vrai. Donc, tes cultures, tes croyances culturelles, tu le pratiques dans la maison, dans ta culture, dans ton environnement privé. Mais quand tu viens dans l'environnement professionnel, malheureusement, si tu gardes ce chapeau, tu pars avec un grand handicap. C'est tellement vrai. Les autres ne vont pas hésiter à profiter de cela. C'est tellement vrai, c'est tellement pertinent ce que tu dis. Et d'ailleurs, il y a une étude, et c'est toi qui m'en avais parlé, qui s'est faite au Bénin, où on a pris 2 groupes. Un groupe qu'on a renforcé sur le plan technique pendant 6 mois, et un deuxième groupe qu'on a renforcé sur les soft skills, donc pitch, commercial, technique de négociation, prise de parole en public. Et l'étude suivait après l'évolution de ces 2 groupes, et c'est le groupe qui avait été renforcé sur les soft skills, qui après, bien sûr, s'est formé sur le côté technique, mais ils ont largement dépassé ceux qui étaient formés que sur le plan technique. Donc, c'est pour dire à quel point ces soft skills-là, incluant la confiance en soi, les techniques de prise de parole en public, les techniques de négociation, sont tellement importants dans le parcours entrepreneurial. Les compétences techniques, les hard skills, tout le monde peut les acquérir. Oui. Si on a de la patience pour former quelqu'un, ces compétences techniques, on peut les acquérir. Tout à fait. Mais la capacité de négociation, la capacité à convaincre quelqu'un, la capacité, la confiance en soi, les dons naturels pour vendre ou pour négocier un partenariat et autres, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, quand je recrute quelqu'un, je ne regarde pas ses compétences. Je ne vais pas tester quelqu'un. Est-ce que tu es capable de me faire une présentation, de me rédiger une présentation PowerPoint, tes compétences en informatique et autres? Non. Parce que si tu ne l'as pas, moi, je peux te l'enseigner. Les langues, par exemple, c'est important. Mais si j'ai quelqu'un qui me montre qu'il est audacieux,
qu'il peut faire beaucoup de choses surprenantes, innovantes. Mais même si la personne ne parle pas une langue étrangère, la personne n'a pas les compétences informatiques, je peux recruter la personne et lui donner cette formation. Tout à fait. Mais quelqu'un qui est un as de toutes ses compétences techniques, mais quand je le mets devant le travail, devant d'autres entrepreneurs pour faire une formation, la personne a du mal avec les relations humaines et tout. C'est difficile à corriger. C'est difficile. C'est vraiment difficile. On l'a martelé tout au long de cet échange-là. Beaucoup de femmes évoluent dans le secteur informel. Et parallèlement, beaucoup de femmes veulent également se formaliser leur activité, mais elles se heurtent aux procédures, souvent on l'a dit, manque d'information, au coût, ou même un manque d'accompagnement souvent, parce que bon, une chose est de créer formellement l'entreprise, mais quel est le reste du processus? Souvent, on ne sait pas, on est perdu. À ton avis, comment on pourrait simplifier réellement ce parcours du combattant, j'ai envie de dire finalement, autour de la formalisation de ces entreprises féminines? Alors, comme je disais au début, il y a des défis dans l'entrepreneuriat féminin qui est commun vraiment aux autres. L'économie malienne est majoritairement informelle. C'est vrai que des fois, c'est plus accentué pour les femmes, mais on doit, pour moi, au-delà de l'information, d'abord, on doit motiver les gens à aller dans le formel. Qu'on aille dans le formel, actuellement, ça arrange l'État, mais est-ce que ça arrange les entrepreneurs? Ça doit être du donnant-donnant. Donc, l'entrepreneur doit voir que quand je suis dans l'informel, je perds ça. Et ils en perdent. Ils perdent beaucoup d'opportunités à rester dans l'informel. C'est vrai. Mais peut-être souvent parce qu'ils ne le savent pas, ils n'ont pas l'information. Que quand tu es dans l'informel, tu rates beaucoup d'opportunités. Tu te retrouves parfois à payer plus d'impôts ou de taxes de façon informelle que ce que tu ne devrais payer, ainsi de suite, où tu n'as pas la possibilité d'avoir une couverture sociale, ainsi de suite. Mais les structures, l'État doit montrer aux entrepreneurs aussi l'avantage de se formaliser. Souvent, les gens voient juste le retour de bâton des impôts. C'est vrai. Si je me formalise, je vais me retrouver à payer des impôts, je vais retrouver à ça. Donc, on ne voit que le côté négatif. Donc, et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile pour une petite entreprise de se formaliser. Donc, on doit donner plus d'avantages. Et pour les entreprises féminines, je pense qu'il y a du travail qui est fait maintenant avec la création du Women Business Center à Happy Mali, que je salue, qui font vraiment du bon boulot pour la formalisation des femmes, l'accompagnement, qui ont su identifier les besoins spécifiques de ces femmes. Mais malheureusement, il y a des limites. Donc, je pense qu'Happy Mali aussi a des limites par rapport à ça parce que c'est que à Bamako. Donc, ce serait bien d'avoir cette initiative dans toutes les régions, même si Women Business Center mène des activités dans les régions, mais ce serait bien d'avoir des hubs du Women Business Center dans les régions, dans toutes les régions du Mali. Absolument. Et développer encore plus cette initiative qui est vraiment à saluer. Et d'autres structures, les ONG comme Oxfam. J'ai découvert Oxfam avec l'APD et c'est incroyable ce que les ONG sont en train de faire dans le monde rural. Il y a une initiative Tegereni de Oxfam qui est une source alternative de financement d'ailleurs que les femmes font pour s'organiser et ensuite Oxfam les aide à se formaliser en tant que coopérative. Et il y en a une d'ailleurs qui est après Bougouni, dirigée par une présidente du nom de Madame Koné, qui est une des femmes qui m'inspire le plus parce que c'est une coopérative de plus de 2000 membres, je pense, et ils répondent à des appels d'offres du PAM. Elles ont tellement prospéré qu'elles ont mis des initiatives, un enfant qui a le DEF, un vélo. Donc, parce que c'est des femmes qui ont eu du pouvoir économique, donc elles ont pu imposer des choses. Elles ont pu acheter des vélos pour les enfants pour aller à l'école. Ça a réduit le taux de scolarisation des enfants. Et ensuite, elles ont imposé aux hommes qu'aucune fille ne va se marier avant le CP. Et vu que les hommes est arrivé à un moment donné où ils prenaient même des crédits avec la coopérative, donc il y a eu une discussion un peu équilibrée dans la société où on écoutait un peu plus la femme sans pour autant bannir la culture, mais c'était une discussion où ils ont compris le point de vue des femmes, il y avait des négociations. Donc, et cette grande coopérative a été appuyée par Oxfam et elle était parmi les panélistes lors du forum de fin de l'APD. Et je me rappelle que la présidente, Madame Koné, me disait qu'elle ne peut pas aller sur ce panel parce qu'il y avait les femmes avec les grands foulards. Elle me disait, une sorobatigou. Et j'étais tellement étonnée. Et quand je l'ai accueillie sur le plateau, je lui ai dit, mais tu sais qu'il n'y a aucune femme dans cette salle qui vaut plus que toi? Parce qu'elle est la présidente d'une coopérative de 2000 femmes qui a scolarisé des filles.
qui a assuré le bien-être de milliers d'enfants. Ouais. Donc, mais vu elles n'étaient pas habituées, j'ai dit, mais non, c'est ces genres de femmes qui doivent être mis au devant de la scène. Parce que c'est eux qui changent le Mali profond. Absolument. C'est pas forcément des organisations qui parlent au nom de ces femmes. Ce sont ces femmes qui changent au quotidien le Mali. Celles qui sont sur le terrain. Ouais. Je suis absolument d'accord avec ça. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà des initiatives à saluer comme le Women Business Center, mais il y a beaucoup à faire encore, même en termes de sensibilisation, pour voir également le côté positif de la formalisation. Au-delà de la formalisation, je sais que tu mènes beaucoup d'activités, notamment à travers ton cabinet Yiriwa, Yiriwa International Consulting. Vous faites pas mal de missions commerciales en aidant les entrepreneurs sahéliens à s'exporter au-delà de nos frontières. Si tu avais devant toi un entrepreneur qui ambitionne de s'exporter hors du Mali, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Est-ce que, au-delà de la formalisation à l'API, quels sont les process internes, les labellisations, des choses dont il ou elle doit tenir compte pour pouvoir s'exporter? Oui, c'est vrai qu'à Yiriwa, on appuie les entreprises. Yiriwa est né d'une frustration parce que j'étais souvent exposée à des opportunités et j'étais convaincue que ces opportunités pouvaient être saisies par des entreprises locales et que d'autres entreprises voisines ne valaient pas mieux que les entreprises que je voyais sur le terrain. Et il y avait juste un déficit de connexion entre ces opportunités et nos entreprises locales. Et quelques coups de pouce à nos entreprises locales pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, j'ai voulu me consacrer à ça pour, comme dit notre slogan, faire un pont entre les terres d'opportunités. Oui. Donc, on travaille beaucoup au Mali, Burkina et Niger, surtout donc le Sahel dans ce sens. Maintenant, on a commencé avec la Guinée aussi. Ah, génial. Oui, j'étais ravie de découvrir ça et on est en train de préparer une grande mission commerciale pour la promotion des fruits de Guinée et l'ouverture du marché à l'international pour la Guinée. Moi, ce que je peux dire pour une entreprise qui souhaite aller à l'international, c'est maîtriser son process. C'est standardiser sa production. C'est un grand problème. Oui. Et ça passe par se faire labelliser de toutes les procédures de production, les garanties pour l'hygiène ou autres. C'est ça. Et ensuite, ne pas s'attaquer à l'international directement. Une entreprise qui n'a jamais exporté ne doit pas commencer à aller viser, par exemple, le marché européen où les standards sont super élevés. Oui. Donc, on doit commencer par la commercialisation sur le plan local, identifier nos lacunes, les corriger petit à petit. Ensuite, on peut aller dans la sous-région où les erreurs sont un peu plus pardonnées. Mais quand tu vises l'international parce que tu as la capacité peut-être financière, et l'erreur ne se pardonne pas. Parce qu'on n'a jamais l'occasion de refaire une première impression, on va ça, dire. c'est clair. Donc, quand tu pars t'attaquer au marché international, dès le premier contact avec un potentiel acheteur, quand tu n'es pas prêt, il va le savoir. Oui. Et le problème, c'est que même dans 2 ans, quand tu es prêt maintenant, tu cherches à renouer contact avec cette structure, ça sera difficile. Et on a des problèmes avec des exportateurs qui ambitionnent avoir des grosses commandes à l'international sans avoir la capacité de production. Donc, qui ensuite se retrouvent à regrouper des productions de différentes personnes et sans maîtriser la chaîne de production des autres. Et ils se retrouvent avec tout est rejeté parce qu'un producteur n'a pas respecté les normes de la structure. Mais quand même, on a des champions. C'est vraiment à saluer. Et je pense qu'il faut vraiment valoriser et communiquer sur ces champions. Parce que c'est eux. C'est vraiment, ils peuvent changer la phase des choses. Il faut qu'on encourage nos entrepreneurs à aller aussi vers des activités qui ajoutent plus de valeur. Oui. Mais pour le moment, beaucoup sont obligés de se contenter d'exporter des produits bruts, même si parfois on peut le faire sans qu'il y ait beaucoup de risques. Par exemple, la gomme arabique qu'on exporte brute. Juste en concassant la gomme, en nettoyant déjà, on ajoute beaucoup plus de valeur. Tout à fait. On gagne plus. En concassant, on en a encore plus. Oui. Mais on se retrouve majoritairement à exporter la gomme arabique brute.
l'anacade, le beurre de karité, même s'il y a un grand investissement maintenant pour le beurre de karité, où il y a des gens qui sont en train d'innover dans ce secteur. Et il y a beaucoup d'accompagnement pour la mangue. On salue les initiatives pour ça, même s'il n'y a pas beaucoup de créneaux pour ceux qui exportent la mangue transformée. Mais on commence à en avoir. Des gens qui font de la purée de la mangue, de la mangue séchée. Et eux, ils ont moins de risques que ceux qui exportent la mangue fraîche. Parce que la mangue fraîche, absolument, il y a des risques si ça arrive en Europe ou d'autres ou ailleurs et qu'il y a des problèmes de mouches ou autres, c'est difficile. Mais ce que je dis, c'est que les entrepreneurs doivent avoir des plans à long terme. Savoir ce qu'ils visent à long terme, mais se préparer pour arriver là-bas. Je vise le marché américain. Mais avant de pouvoir répondre aux normes des États-Unis, je vais commencer à pratiquer avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, ainsi de suite. Je vois mes erreurs, je corrige. J'ai les labels, les certifications nécessaires, l'emballage nécessaire, la protection nécessaire. Et puis, je m'attaque à un marché plus exigeant. Il faut aller par étapes. C'est vraiment important. C'est très important. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Binta, nous arrivons bientôt au terme de cet échange tellement passionnant que j'ai pas envie de te laisser partir. Mais avant que je ne te libère, j'ai envie de te demander quels sont les conseils que tu adresserais à cette jeune dame qui nous écoute, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésite encore. Quels seraient tes conseils pour elle? Ce que je peux dire à une jeune femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a peur, c'est n'aie pas peur de l'échec. Les échecs vont te forger. Parce que souvent, la peur, c'est ça. Si j'essaye que ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu peux faire beaucoup de choses qui ne vont pas marcher, mais ça va toujours t'apporter quelque chose. Ça veut dire que les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, au moins cette erreur, tu vas plus refaire cette erreur. Et aussi d'avoir une grande ambition et de ne pas avoir peur de ses ambitions. D'assumer qu'elle veut faire quelque chose de grand. Ce n'est pas un péché de vouloir toucher la lune. En ambitionnant d'aller loin, d'aller toucher la lune, on ne sait pas, au moins, peut-être on va toucher les étoiles ou les nuages, au moins. Donc, moi, j'encourage les filles à être ambitieuses et à ne pas avoir peur. Et l'avantage que je dirais, même pour moi, c'est un paradoxe parce que, comme on dit qu'au Mali, la femme est nourrie par l'homme, moi, je me dirais que donc les femmes doivent avoir moins peur du risque parce que même si ça ne marche pas, elles auront toujours de quoi manger. Elles auront toujours un toit. Parce que c'est la théorie qu'on dit. Oui, c'est la théorie. Mais il y a un grand gap dans l'étude d'économie familiale au Mali parce que les réalités sont tout autres. Mais il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Donc, on peut que parler de cette vérité générale qu'on est en train de dire. Donc, elles ont moins de risques. C'est difficile pour un homme de 40 ans qui a une ou plusieurs femmes et des enfants. C'est difficile pour lui de tout abandonner et d'aller dans l'entrepreneuriat. Parce que s'il échoue, il a beaucoup de charges derrière, de responsabilités. Ça va jouer sur toutes ces personnes. Donc, les femmes peuvent se permettre de prendre plus ces risques. L'échec, ce n'est pas grave. Et pareil pour les hommes. J'ai dit juste cette parenthèse et je suis pas convaincue par ce que je dis. Moi, mais mon constat personnel sur l'économie familiale au Mali, je sais que les choses ont beaucoup évolué. Et que c'est pas une vérité, mais la société nous demande de croire ça. Donc, il faut que les femmes soient ambitieuses, qu'elles aient confiance en elles. Les femmes sont compétentes. Elles sont capables. Et elles ont même des prédispositions à entreprendre plus qu'un homme parce qu'elles sont multitâches. Donc, elles peuvent gérer plusieurs choses. Il faut qu'elles apprennent à dégager du temps. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Ça prend du temps. Ça ne marche pas du premier coup. Il faut aimer ce qu'on fait. Maintenant, au Mali, tout le monde ne peut pas avoir un emploi. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut qu'on crée notre propre emploi. Et aussi, une grande motivation qui a marché pour moi, et je me dis que ça peut marcher pour certaines femmes, c'est de se dire quel modèle je vais donner à ma fille si on a un enfant, ou quel modèle je vais donner à mes nièces. Parce que c'est vraiment important. C'est important. Est-ce que je suis la femme que j'aimerais que mes neveux, nièces, que mes nièces ou mes filles soient? C'est une grande source de motivation. Parce que là, maintenant, on est en train de dénoncer beaucoup de choses au Mali. On est en train on se bat pour l'amélioration des conditions féminines. Mais l'autonomisation économique est
Ah Je oui, vais pas dire la clé, mais une des clés importantes absolument. pour changer beaucoup de choses. Absolument. Une femme doit être capable de s'assumer financièrement. Oui. Et nos études ont prouvé que l'entrepreneuriat des femmes s'est développé depuis les années 90, fin 80-90, avec les ajustements structurels. Parce qu'il y avait la crise financière, il y avait des problèmes. Donc, les hommes avaient du mal seuls à faire face aux dépenses de la maison. Et le problème est de plus en plus important. Hein. Le coût de la vie est tellement plus élevé que c'est difficile de faire gérer une famille avec une seule source de revenus. C'est dur. Et donc, moi, je me dis, je me préoccupe pas sur l'évolution de l'entrepreneuriat des femmes parce que je sais que le besoin économique est là. Donc, forcément, les femmes vont entreprendre de plus en plus et on aura de moins en moins de femmes qui vont rester à la maison. Mais il faut qu'on parte sur des bonnes bases. Ne pas vouloir faire une activité juste pour survivre. Oui. Il faut avoir des ambitions. Vouloir briller comme les autres. Tu ne dois pas te contenter des miettes. Si tu as des miettes, c'est déjà grave. Ça. C'est déjà ça. Mais ambitionne d'avoir une entreprise prospère. Aie ça comme vision. Et de là, on pourra voir peut-être plus de femmes de micro-entreprises vers les PME. Et c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les femmes entrepreneurs parce que je sais qu'elles font face à beaucoup plus de challenges que les hommes. Donc, je les souhaite de relever ces barrières de plus en plus possible. C'est tellement bien dit. Merci Binta. Merci pour ta générosité. Merci d'avoir partagé avec nous ces findings dans cette étude qui nous permet de pointer du doigt des barrières structurelles, systémiques que nous voyons tous, mais souvent dans nos pays, on n'a pas accès à beaucoup de données pour pouvoir soutenir ce qu'on voit tous les jours. Et à vous, mesdames, comme vous l'avez entendu, soyez ambitieuses. Vous n'avez pas à rougir de vos ambitions et donnez-vous les moyens dès le début pour passer de l'entrepreneuriat de survie à une entrepreneuriat de croissance qui crée de la valeur pour vous, pour vos familles, pour votre communauté, pour vos pays et enfin après, pourquoi ne pas s'exporter. Merci de nous avoir écoutés. C'était Voix d'Impact. Merci Binta. Merci Arama.